Nous sommes maintenant dans la salle du conseil. Premièrement, merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci de nous accorder ton temps. Ça fait plaisir. Bienvenue à Rivière-Baudette. Merci beaucoup. Justement, est-ce que tu es originaire de Rivière-Baudette? Parce que je ne reconnais pas le nom de famille. Tout à fait, non. Je ne m'appelle pas le Duc, malheureusement. En fait, non, je ne suis pas originaire de Rivière-Baudette. Je suis belge d'origine. Je suis né d'un père belge et d'une mère italienne. Donc, immigré au Canada en 1968. J'ai grandi une partie de mon enfance à Valleyfield, une partie mon adolescence à Coteau-du-Lac. Puis j'ai acheté ma première maison à Coteau-du-Lac avant d'arriver ici à Rivière-Baudette en 1993 quand j'ai acheté ma deuxième propriété. Alors, voici, non, je ne suis pas un natif de Rivière-Baudette. Ceci dit, je suis un fier Baudettois. Oui. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite que tous les Baudettois soient fiers de l'être. Parce qu'on a travaillé beaucoup à redorer l'image de la municipalité, puis à faire valoir puis à la municipalité, puis à vraiment la mettre en valeur. Là. Et qu'est-ce qui a fait en sorte, après être arrivé ici, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer en tant que maire de la ville, Pardon. finalement? En fait, c'est un concours de circonstances. Mais en fait, disons que tout ce qui touchait la politique en tant que telle m'a toujours intéressé. J'ai fait un changement de parcours au niveau des études, mais pour finir en mécanique, mais à l'origine, je visais sciences politiques. Donc, je me suis quand même toujours intéressé à la politique municipale. Donc, je suis vice-assemblée municipale du conseil depuis de nombreuses années. Je suis membre, je crois, du comité d'urbanisme depuis 1995 ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai toujours été près de la politique municipale ici. Sans en faire partie jusqu'à ce que je me présente une première fois en 2002, où j'avais été défait. Puis je me suis présenté une deuxième fois en 2005, où j'ai été défait, mais par beaucoup moins. Alors, persévérant, je me suis représenté une troisième fois en 2008, à titre de conseiller, où j'ai été élu avec une bonne majorité. Et puis, élu maire, j'ai accédé donc 18 mois plus tard à la mairie avec une belle victoire et réélu en novembre 2013 avec encore une éclatante victoire. Donc, je pense que c'est signe que soit les gens nous apprécient ou je pense que les gens, c'est-à-dire plutôt, je pense que les gens apprécient le travail qu'on a fait ici là, depuis. Et c'est intéressant de voir le fait que de ne pas avoir été rebuté par les défaites, non, pas du la tout, persévérance et la... Pas du tout. Bien, c'est la qualité première de tout bon politicien, de toute façon. Je pense qu'il faut être persévérant. Puis c'est comme dans la vie, hein, je crois qu'il faut, quand on a des rêves, il faut y tenir, il faut travailler pour y arriver. Alors, puis j'avais le sentiment que je pouvais être utile à la communauté. Et puis, jusqu'à ce jour, on l'a prouvé. Et pourquoi tu adores Rivière-Baudette? Qu'est-ce qui la rend particulière? Pourquoi? Qu'est-ce qui la rend belle pour toi? Comme on expliquait tantôt, on a un caractère qui est un peu, qui est, disons, rural, semi-rural, puis comme je disais, on tient à le garder. On est quand même près, on a un axe routier qui est l'autoroute 20, donc on est quand même près de la ville, mais en étant quand même retiré. On a un petit coin tranquille, on a l'aspect nautique, l'aspect de la rivière, puis on a le fleuve Saint-Laurent, quel beau fleuve. Donc, puis je suis un amateur de sport nautique aussi, donc bien que je n'habite pas un bord de l'eau, mais il en demeure pas moins qu'on a un emplacement géographique qui est quand même assez particulier, puis c'est beau quand même ici. Il faut venir l'été, voir les bords de l'eau, tout ça, c'est une belle municipalité. Et comment on fait dans cet horaire-là? Est-ce que toi, tu as été quelqu'un qui était très organisé dans un horaire fixe ou si tu as toujours été, parce qu'on s'entendra pour dire que le rôle de maire, c'est pas quelque chose qui est un horaire régulier de 8 à 5 tous les matins? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui est différent pour toi ou est-ce que tu as toujours été J'ai toujours été quelqu'un de très actif, donc... Est-ce que vraiment, au niveau de l'emploi du temps, de l'occupation du temps, ça change quelque chose? Plus ou moins, parce que j'ai jamais été un pantouflard. Donc, rester à la maison, chez moi, pour moi, j'ai toujours bougé beaucoup. Donc, est-ce que ça a changé? Ce que ça a changé à ce niveau-là, c'est qu'on a changé tout simplement
ce qu'on faisait plutôt que plutôt que de gérer les heures. Mais comme je vous disais, c'est sûr que ça tient occupé, des semaines plus pénibles, plus laborieuses que d'autres, mais somme toute, si je regarde le tout dans l'ensemble, ça serait recommencé, je le ferai encore. Et comment, quand on a une semaine chargée, quand on a un gros boom, après ça, comment est-ce qu'on fait pour faire tomber le stress? C'est quoi tes hobbies pour te détendre, faire tomber le stress un peu? Bien, forcément, mais comme vous avez peut-être pu remarquer, je suis un grand passionné. Quand j'aime quelque chose, j'aime, puis je lâche pas le morceau. Donc, d'une part, ben, comme j'expliquais tantôt, je suis un amateur de sport nautique. Donc, l'été, on est souvent sur le lac, on est en bateau. Donc, ça, c'est un grand moyen de relaxation. Pour moi, c'est même un mode de ressourcement. Aussi étrange que ça puisse paraître, l'hiver, ben, c'est la motoneige. Pour beaucoup de gens, ben, c'est pas là où on fait le vide. Pour moi, ben, c'est là-dessus où je fais le vide. Et puis la musique est une grande passion. Donc, des fois, quand on devient un peu surchargé, là, on met un peu de volume, puis on écoute de la musique. Et on écoute quoi comme musique ces temps-ci? On écoute quoi? Enfin, je suis plutôt resté accroché à ma génération, c'est-à-dire plutôt des années 70, c'est-à-dire peut-être rock progressif. L'âge d'or. L'âge d'or du rock? Non, l'âge d'or du rock, c'était peut-être Elvis Presley. Ah oui, rock and roll. Alors, je suis peut-être plus fin des Beatles, disons. Mais ça a été, c'est quoi est-ce que j'écoute? C'est Genesis, Yes, Rush, King Crimson. Dream Theater, un peu. Moins. Pour ce qui est des groupes actuels, là, Kings of Leon, que j'aime beaucoup. Alors, voilà. Mais la musique sous toutes ses formes est une passion. T'es arrivé à quel âge au Québec? En fait, je suis arrivé ici, disons, de 3 ans et demi jusqu'à 6 ans. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. Enfin, c'est une longue histoire. Je suis un enfant du divorce. Ma mère est en Europe, donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Mais officiellement, en tant que résident, vraiment, disons, 1970, j'avais 5 ans. Et est-ce que tu les sens, les origines européennes? Bien, forcément. On peut pas renier nos racines. Et puis, comme j'ai pratiquement pas de famille ici, outre mes enfants là, au Québec, forcément, toute ma famille est soit en Belgique ou en Italie. Donc, c'est difficile de renier nos origines. On est souvent porté à... D'ailleurs, j'y vais depuis quelques années, j'y retourne à chaque année, justement parce que les racines sont là. Est-ce que j'y retournerais y vivre? Non. Si on me donnait le choix de rester à Rivière-Baudette pour le restant de mes jours? Oui. Oui, je resterais ici, mais j'adore l'Europe, j'adore voyager. J'ai fait quelques pays d'Europe, forcément, mais y vivre, je n'y vivrais pas. Là. Je crois qu'on est vraiment bien. On est vraiment bien au Québec. Des fois, on a tendance à se plaindre, mais on se plaint le ventre plein. Il faut aller voir ailleurs. Oui, bien, c'est ça. Je pense aller voir ailleurs. C'est beau, il y a de l'histoire, il y a de la culture et de la richesse. Mais l'espace qu'on a ici, puis on a quand même beaucoup plus de liberté. Bien, c'est ça qui est le plus marquant, là, je pense, là, au niveau de l'espace, beaucoup, là, pour être allé en France, en Europe moi-même, d'avoir un champ à perte de vue ou de la forêt à perte de vue. La densité de population n'est pas la même, disons, d'une part. Non, en fait, ce qui me manque le plus de l'Europe, c'est forcément ma famille. J'ai 2 frères là-bas, j'ai une mère là-bas, donc forcément, ça me manque. Il y a l'aspect nourriture, puis l'aspect bière belge, puisqu'on va parler de bière tantôt. Oui, on s'en vient, mais on n'est pas encore tout à fait belge. Mais il se fabrique d'excellentes bières maintenant au Québec. Il y a un paquet de microbrasseries qui sont des petits joyaux. On en a une autre dans la région, brasserie Le Castor aussi. Alors, il y a un paquet de petits joyaux en microbrasserie ici. Là. On fait des bières de qualité, de grande qualité même. Bien, d'ailleurs, plus tard, on va aller en visiter une, mais pour l'instant, si tu permets, on pourrait aller dans ton bureau, parler un petit peu plus du volet travail de ta fonction. Sans problème. Parfait, allons-y.
se retrouve dans le bureau du maire, le bureau officiel. Tu nous disais que c'était un peu en désordre, mais on en a vu des pires à date. Ah oui, oui. C'est bon, mais les plus en désordre, là, c'est ceux des gens qui travaillent. Et voilà, c'est trop propre, c'est trop louche. Tout à fait. Ça représente combien de temps par semaine de travail environ, là, grosso modo? Dans une municipalité comme Rivière-Baudette, en fait, le temps peut être très variable et aléatoire. Disons que ça peut aller de 15 à 20 heures semaine. Il y a des semaines, ça peut être plus que ça, puis il y a des semaines, on peut passer peut-être 7-8 heures. Je dois dire que dans une petite localité comme ici, où on n'a pas énormément, on n'a pas beaucoup de ressources humaines, on n'a pas beaucoup d'effectifs, on doit mettre la main à la pâte autant au niveau du maire que des conseillers. Donc, l'implication de tous et chacun est particulièrement plus élevée peut-être qu'ailleurs. Ceci dit, on se débrouille avec le peu d'employés qu'on a, on réussit à faire beaucoup parce qu'ils sont très efficaces au travail. Donc, on apprend à vivre, on apprend à aller chercher les forces de chacun des employés. Et puis, à date, depuis que je suis ici, enfin, j'ai été bien servi à cet effet-là. Ben justement, pour toi, c'est quoi les qualités que tu recherches dans ton équipe? Qu'est-ce que tu exiges ou qu'est-ce que tu aimes avoir dans ton personnel autour de toi? Pardon. Alors, bien sûr, les qualités premières, enfin, la qualité première qui est recherchée, c'est vraiment d'avoir à cœur les intérêts de la municipalité et des citoyens. Donc, c'est le rêve de tous les élus, de toute façon, d'avoir un employé comme ça, mais on est bien servi. Donc, il faut avoir à cœur l'intérêt de la municipalité, c'est le premier point. Comme on est une petite municipalité, comme on n'a pas des gros budgets, alors il faut vraiment gérer les budgets comme si c'était nos propres budgets et nos argents personnels. Donc, c'est surtout ce qu'on recherche à prime abord, c'est vraiment d'avoir une grande conscience, puis d'être conscient du peu de ressources matérielles qu'on a, puis au niveau des ressources humaines. Et justement, étant donné que c'est une petite municipalité, est-ce qu'il y a cet effet-là d'avoir une plus grande proximité avec le citoyen? Est-ce qu'il y a des citoyens donc, que tu connais depuis plus longtemps? Bien, par la force des choses, je crois qu'on est nettement plus près que beaucoup de maires de plus grandes localités. Parce que forcément, quand on a 20 000 habitants versus 2040 ici, ça fait toute la différence. On connaît beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de nouveaux arrivants. La municipalité est en boom démographique depuis quelques années, donc il y a beaucoup de nouveaux arrivants. On ne les connaît pas tous personnellement, mais à tout le monde, on les connaît de visage. Mais on connaît, dans chaque quartier, on a des gens qu'on connaît. Et puis qui font de toute façon le lien, souvent même entre les décisions du conseil aussi ou ça. Donc ça jase beaucoup, là. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un boom démographique dans les dernières années? Est-ce que c'est par ricochet de ce qui se passe à Vaudreuil? C'est un peu un ricochet de la poussée vers l'ouest. En fait, c'est tout Vaudreuil-Soulanges qui a pris qui a un boom démographique. Donc, on est actuellement autour des 140-145 000 résidents dans Vaudreuil-Soulanges, puis ça ne fait que commencer. Puis c'est un boom incroyable. Alors, la poussée vers l'ouest a forcément amené beaucoup de nouveaux résidents ici. D'une part, le fait d'être... on est un peu, on a un caractère ici, disons, rural, puis on tient à le garder d'ailleurs. Mais ce qui fait que les gens viennent ici, justement, c'est qu'on est collé à une autoroute. Donc, l'axe routier, pour nous, est un avantage indéniable. Alors, les gens ont réalisé que finalement, être à Coteau-du-Lac ou être à Rivière-Baudette, c'est que 5 minutes de plus sur l'autoroute, là. Donc, ce qui a contribué grandement à mousser les ventes de terrain et par le fait même là, d'avoir des constructions supplémentaires à chaque année. Et dans cette proximité-là avec le citoyen, est-ce que tu as dû faire une distinction entre le maire et entre l'individu, le citoyen? Est-ce que pour toi, c'est deux volets différents? Je suis à cet endroit en tant que maire, je suis à cet endroit en tant qu'individu? Oui, mais c'est parfois difficile à faire. En fait, je suis plutôt du genre, plutôt zen et relax, puis disons que je suis assez humble, je crois, face au poste ou au titre de maire. Donc, je suis pas quelqu'un qui arrive puis qui s'impose en étant « voici monsieur le maire ». C'est pas mon genre. Je suis près des gens, puis je pense que c'est pour ça que les gens m'ont réélu de toute façon, parce que je suis à l'écoute des gens, puis je suis très près des gens. Alors, est-ce qu'il y a... Disons qu'il y a une partie officielle du travail de maire, c'est-à-dire quand on est dans le bureau, on est officiellement le maire. Quand on est en assemblée de conseil, on est officiellement le maire. Mais en ce qui a trait à toutes les activités ou tout ce qui est organisé ici,
quand on y participe. Je ne veux pas jouer le rôle de monsieur le maire arrive. Là. Donc, on est près des gens, puis on reste. Puis, en bout de ligne, faut pas se leurrer. Là, quand on est un élu, on est quand même on est un représentant des citoyens. Donc, on est un citoyen à part entière. Et puis, je me sens pas supérieur aux autres citoyens. Là. Je pense qu'on fait tous partie de... C'est un choix de vie qu'on a fait de venir ici. Puis bon, je remercie les gens de m'avoir élu, mais je veux pas jouer le rôle comme je vous dis, là, du maire ou de la vedette ou quoi que ce soit. C'est loin, hors de moi cette idée. Là. J'aime être près des gens de toute façon. J'ai passé ma vie dans le public, j'adore le public. Donc, pour moi, c'est quelque chose de primordial, justement. C'est un lien à ne pas briser. Bien, c'est tout le temps qu'on a pour l'entrevue ici à ton bureau. Tu nous amènes à ton endroit coup de cœur dans la région ici. C'est quoi ton endroit coup de cœur? Bien, alors, en fait, on a... À la base, oui, c'est vrai, on voulait aller... À la base, on voulait aller ici. On a un petit joyau là, qui est très méconnu, c'est-à-dire le musée de la ferme. À la base, on aurait aimé aller là, mais comme la saison ne s'y prête pas, le musée est fermé. Si on va en proximité, puisque Vaudreuil-Soulanges est quand même... on s'est doté d'une vision régionale depuis quelques années, puis on y travaille beaucoup à la maintenir. Puis en fait, on est tous voisins, donc... alors, on me parlait peut-être d'une entreprise ou enfin, moi, une entreprise, un autre petit joyau qui se trouve dans la municipalité voisine, c'est-à-dire à Saint-Paul-Camp, c'est la ferme brasserie Schoon. Mm-hmm. Alors, étant belge d'origine, et on y fabrique des types de bières belges. Alors, je trouvais que c'était peut-être un petit joyau à découvrir. Bon, ben on peut y aller? Certainement. Parfait. On est donc à la brasserie, la ferme brasserie La Schoon, oui, avec Pascal Schoon en personne. Merci de nous recevoir ici, premièrement. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux un peu nous résumer l'historique de la brasserie? Ça fait combien de temps? Comment ça a démarré? La brasserie Schoon, Schoon existe dans la bière depuis au moins 1936, en Belgique, du côté de Liège. Et nous, on a reparti la brasserie en 97, la famille Schoon. Okay. Avant, elle s'appelait Beauce-Brou, mais non, c'était moi qui l'ai parti avec des actionnaires. Mais en 97, ma famille a racheté la brasserie et on l'a appelée Ferme Brasserie Schoon. Et vous deviez être une des premières brasseries de ce type-là dans la région ici? On était la première ferme brasserie en Amérique du Nord. Okay. Ça veut dire qu'on produisait une partie des grains qui rentrent à la fabrication de la bière. Là, je vous parle de 97. Okay. Maintenant, il y a plusieurs qui ont parti le concept de ferme-brasserie. Parce que dans le temps, les brasseries en Belgique, c'était toujours une ferme ou quelque chose qui était proche de l'agriculture qui faisait la bière. OK. Okay? Ils produisaient le grain, ils produisaient la bière l'hiver, disons, et on la buvait l'été. Et là, maintenant, on la boit à l'année. À l'année aussi, oui. Ça a développé beaucoup le système de refroidissement et tout ça. Mais à la base, c'était ça. C'était les fermes-brasseries pour la bière. Et d'où c'est venu l'envie de démarrer cette brasserie-là, ici particulièrement? Ah, c'est parce que... il y a plusieurs raisons, mais bon. Non, la plus simple, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, moi et mon frère, la fermentation. Après ça, il y a des opportunités d'affaires. Aussi, mais c'est vraiment la passion de la bière. Mais aussi, il y avait que ça me coûtait trop cher de boire au bar. Alors j'ai dit, on va commencer notre bière. Voilà. C'est l'utile à l'agréable. C'est ça l'utile à l'agréable. J'ai déjà eu la même réflexion quand j'étais à l'adolescence. On a tous eu la réflexion. Mais on pourrait se le partir, notre propre taverne. Mais entre le penser et le faire, surtout en 80, moi j'ai commencé en 94, le projet 94, c'était quelque chose. Je veux dire, parce que tu avais juste des permis industriels à ce moment-là. Okay. Un brewpub, comme il y a beaucoup maintenant, n'existait pas. Okay. Okay? Alors, c'était tout un autre contexte. C'était travailler avec des gens qui travaillent avec des Molson et Labatt. Alors, c'était tout changer de mentalité de choses. Et toi, Patrick, depuis quand tu connais la Schoon? Depuis quand tu es fan de la Schoon? En fait, c'est une longue histoire, puisque
son frère Patrice et sa sœur Catherine étaient des camarades d'école à l'époque, donc lui était plus jeune. Ouais. Alors, mais donc, déjà le nom Shun, dès l'instant où j'ai su que la bière Shun existait, qui fabriquait de la bière, comme elle se vendait en région, bien, j'ai toujours encouragé la brasserie Shun. On l'a d'ailleurs eu comme brasseur unique à la fête familiale de Rivière-Baudette il y a 3 ans. Donc, alors, puis je suis un fan de la Shun depuis ce temps-là, depuis le début, depuis la création. Alors, ils ont souvent beaucoup, comme vous verrez plus tard, il y a beaucoup de variétés. Donc, de temps en temps, on en essaie une, on en essaie une autre. Mais il y en a une qui demeure toujours ma préférée. C'est laquelle? La blanche. OK. Alors, je suis pourtant pas un grand amateur de bière blanche, mais la blanche, elle a quelque chose qui... Celle-là, ça sera toujours ma préférée. Et je dis non pas de Shun, mais de toutes mes bières, en fait. OK. Et pour un c'est la Belge, première ça, c'est place. déjà quelque chose. C'est encore plus impressionnant. Oui, tout à fait. Si c'est moi qui le disais, ce serait de moindre importance. Mais là, on a un vrai Belge pour authentifier la chose. Tout à fait. Et qu'est-ce qui la rend si particulière pour toi? Qu'est-ce qui distingue la Shun des autres Il y a un petit goût bières? citronné, mais dans toutes les bières qu'ils font, ils se démarquent toujours. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une saveur qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est ce qu'on appelle Alors, c'est soit du brasseur. Voilà, c'est soit une épice, soit un goût sucré, soit selon le type de bière qu'ils brassent. Mais, ou comme la blanche, ben, c'est ce petit goût citronné. Là, enfin, elles ont toutes une particularité chacune, puis elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Et comment on fait pour développer une saveur? Est-ce qu'on y va par essai-erreur? Est-ce qu'on s'inspire des autres? Comment est-ce qu'on fonctionne? Tu peux t'inspirer des autres, oui, c'est vrai, parce que une bière, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours les 4 mêmes ingrédients. Après, c'est à toi de l'évoluer. Regarde, tu vas prendre... moi, je dis toujours la bière, c'est comme le pain. Pourtant, tu as du pain de mie que tu les fois, puis ça, c'est du pain. Mais tu as du pain qui a une baguette, mettons, première moisson, peu importe l'autre entreprise, mais qui a une saveur. Pourtant, il y a toujours les mêmes ingrédients à la base. Et la bière, c'est exactement la même chose. C'est vraiment la manière de procéder, la pensée, c'est la pensée du brasseur. Ou l'entreprise familiale comme nous, c'est savoir qu'est-ce qu'on va aller chercher comme goût. Il y en a qui vont dire qu'on va avoir des tendances sucrées en arrière, mais maintenant on a des types de bières plus, on appelle gueuses, mais qui sont vraiment uniques au monde. Là. Vraiment en goût, là, on a notre type de bière aussi là, qui s'en vient. Et on procède vraiment comme ça? On se fixe un objectif ou oui. Si on essaie quelque chose? Tu peux le faire objectif, je veux dire, mettons, tu viens me voir, tu dis je vais avoir une blonde ou une brune qui goûte ça. Ben, logiquement, je suis capable de te faire exactement ce que tu me demandes. Okay? Avec l'expérience, tu y arrives. Généralement, tu arrives quasiment au premier coup. Okay? Ça, c'est quand tu sais qu'est-ce que tu as comme tes matières, tu connais tes matières. Et autrement, ben, c'est ça, tu vas par inspiration ou tu as entendu qu'une bière, tu vas chercher de l'information. Parce que maintenant, tu as beaucoup d'informations, surtout avec Internet. Tu peux avoir, on va dire, des grandes brasseries là-bas devant la recette, mais bon, si tu n'as pas l'eau, si tu n'as pas les éléments, tu vas ressembler, mais tu ne seras pas la même bière. Mais à un moment donné, il faut que tu ailles ton identité dans ta bière. Et c'est ça, mais autrement, une bière, ça reste toujours la même base. Après, tu développes. C'est vraiment là, c'est comme un artiste. Est-ce que tu as déjà, justement comme un artiste, est-ce que tu as déjà développé une bière que toi tu appréciais énormément et qui n'a pas marché, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des bières que pour toi c'est bon, c'est ordinaire, mais tout le monde adore ça? Est-ce que c'est déjà arrivé? Tout vite comme ça. Non, je pense pas. Là. Peut-être que tantôt ça va me revenir. J'essaie de penser en même temps. Là. J'imagine que oui aussi. Mais moi je suis plus un gars de bière fruitée. Okay. Comparativement avec mon frère qui est plus une bière de type plus forte, plus de caractère, tu vois. Et c'est ça qui fait notre force aussi, c'est qu'on a les deux tendances. Mais j'ai fait des bières que c'est vrai qu'ils ont été très bonnes, mais qui n'ont pas marché, pas nécessairement à cause du goût, à cause de la conjoncture d'entreprise, qu'on va dire. OK. Et les bières, j'ai vu sur Internet, vous avez gagné plusieurs prix, plusieurs mentions. Quels sont les prix pour lesquels vous êtes le plus fier? C'est tout de même dans les médailles d'or à Chicago, qui sont tout de même des choses qui fait plaisir de recevoir, de te faire dire que tu es sur un classement mondial tout de même, et que ta bière, allez, médaille d'or, médaille de bronze, c'est comme, wow, tu étais là, puis
ouais, mais après, il faut pas juste dire, ben, comme je disais tantôt, tu restes assis là, il faut que tu développes ton produit. Même ces bières-là, des fois, c'était une tendance de ce type-là, puis après, ça rechange. Et autrement, on a vraiment pour le moment, on travaille beaucoup sur des bières vraiment type belge gueuse. Lambic, des bières avec acide, à petit arrière-goût de pomme, tout ça. Et c'est vraiment un produit qui s'en va là. Et c'est exponentiel pour le moment, pour l'entreprise. Là. Et je vais ne pas oublier Patrick, notre invité. Sérieux, je vous avais dit que c'était un passionné. Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, au niveau municipal, il est tout aussi passionné que moi. En fait, c'est exactement là où je m'en allais. On disait que Patrick était un passionné. Et là, je retrouve la même passion, tout à fait. la même étincelle quand on parle de quelque chose qui nous passionne. C'est super intéressant. Et Patrick, toi, qu'est-ce qui fait en sorte que pour toi, la choune, c'est un joyau dans la région? Bien, déjà, déjà comme un peu Pascal l'expliquait à l'origine, dû à la complexité de partir ce type d'entreprise-là à l'époque, de la façon dont ils l'ont fait, c'est vraiment un success story. De voir qu'une entreprise qui est quand même très régionale, qui est propre à Vaudreuil-Soulanges, offre du rayonnement puis une renommée même maintenant mondiale. Bien, si on ne peut pas appeler ça un joyau, je me demande comment on peut appeler ça. C'est vraiment bien. C'est vraiment plaisant puis de savoir qu'on a ça ici dans Vaudreuil-Soulanges. Puis ça montre que l'entrepreneuriat ici fonctionne très bien, puis que des gens qui ont des idées, il y en a. Et puis, un peu comme on disait tantôt, quand on veut obtenir quelque chose, quand on veut arriver à nos fins, bien, il faut être un passionné comme ils le sont. Et ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont toujours continué, ils ont toujours foncé. Puis, on en voit le résultat maintenant avec l'étalage qui est là et la notoriété qu'ils ont gagnée. Donc, au niveau régional, ben, on ne pourrait pas demander mieux. Et nous, on va aller déguster quelques bières. Ben oui, on va se faire un plaisir. Ben parfait, on va vous laisser à la maison et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Coup de cœur. Santé, oui. Et santé.